Bref, nous vivons aujourd'hui dans le monde des illuminés de Bavière. Il ne sert à rien d'étudier les billets de dollars, d'ergoter sur les chouettes ou de s'embrouiller sur la maçonnerie de Jefferson. Le monde du progrès, la société libérale nous illumine avec intensité. Les physiocrates, les bourgeois, les athées ont, pour l'instant, match gagné. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Chronique numéro 23, Société secrète, leur véritable rôle dans l'histoire de Vincent Mottez. Alors définissons ce qu'est une société secrète d'emblée, c'est une société initiatique opaque qui transgresse les conventions et agit tel un laboratoire de pensée. Le livre est passionnant. Il est l'œuvre d'un érudit, toujours dans la mesure, jamais péremptoire, et qui ne cherche jamais à embrigader le lecteur. L'ouvrage démontre allègrement toute la paresseuse posture de l'anticomplotisme primaire auquel vous êtes tous confrontés de façon quotidienne. Donc c'est un livre anti-complotisme en quelque sorte. La France du XVIIIe et du XIXe siècle n'évolue d'ailleurs que par les complots que nous évoquerons. La population ne maîtrise rien, elle ne déclenche rien, elle change de drapeau ou de cocarde au gré des complots réussis. L'auteur Vincent Mottez écarte d'emblée la franc-maçonnerie parmi toutes les sociétés secrètes étudiées. En réalité, toutes les sociétés ici inspireront et inspirent encore la franc-maçonnerie actuelle. C'est un peu comme si la franc-maçonnerie était finalement l'aboutissement, la fin du cheminement de tous ces contre-pouvoirs. Les sociétés décortiquées sont classées par ordre chronologique que nous respecterons. Certaines sociétés dites secrètes ont été mises par nos soins délibérément de côté le temps de cette chronique, par exemple les thugs en Inde et la mafia sicilienne, la Cosa Nostra. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Débarrassés du superflu, l'essentiel nous attend et nous commençons par la première société secrète, la plus ancienne choisie par l'auteur, ce sont les Pythagoriciens créés en moins 532. Alors les aspirants sont sélectionnés à partir de leur allure, une sorte d'alliance entre le corps et l'esprit. On ne sculpte pas un Hermès dans n'importe quel bois, phrase ô combien éloquente de Pythagore. Dans une fraternité pure où l'individu s'éteint au profit de la communauté, semblable aux idées de Platon, le but visé, c'est une aristocratie responsable des êtres complets. Lectures diverses, réflexions nourries, nourriture végétarienne, sport à haute intensité, purification. Aussi, les mathématiques mènent à Dieu, comme le nombre d'or le prouve, la musique aussi, pour eux. Mais c'est en cosmogonie que les pythagoriciens excellent, le cosmos, la sphéricité de la Terre. La religion se veut donc astrale, l'âme, comme les astres, est immortelle. C'est la transmigration des âmes, ce qui explique peut-être leur végétarisme. À la mort de Pythagore, Platon, Hérodote perpétuent certaines de ces idées, la Renaissance en revendiquera, ainsi que certaines loges maçonniques. La secte des assassins, fondée par le chiite Hassan-i Sabak, voilà la deuxième société secrète décryptée. Sorte de terroristes ismaéliens moyenâgeux, désireux de sortir du joug des Seldjoukides sunnites. Spirituellement, les assassins sont imprégnés de zoroastrisme, ainsi qu'au sens caché du Coran, le batin, occulte, cela signifie occulte. Leurs fédaïnes commettent des attentats suicides grâce à la dissimulation poussée, la fameuse taqiyya, en ciblant des personnes influentes, histoire de terroriser, de marquer les esprits. Le tout avec, selon la légende, un sourire aux lèvres, déjà sous le charme des vierges qui les attendent. Des accointances au relent gnostique existeront même entre les assassins et les Templiers. Cependant, les assassins subiront les foudres des Mongols et les survivants trouveront refuge en Inde, au milieu des sectes des Ismaéliens. De cette secte ne restent que les comparaisons hâtives et malvenues avec Al-Qaïda. Le prince des Ismaéliens existe encore. Il s'appelle le prince Karim. C'est un homme puissant, richissime, mais il ne s'en reconnaît pas. La sainte Vème, maintenant, naît en Westphalie. C'est une société secrète, disons, plus judiciaire, une sorte de tribunal itinérant désirant rendre la justice dans le no man's land idéologique
qui était devenu le Grand Interrègne. Le Grand Interrègne, c'est une période suivant la mort de Frédéric II en 1250. C'est 2 décennies d'instabilité, de vacances en quelque sorte. Donc tout un rituel digne de l'imaginaire franc-maçon accompagne les séances expéditives de la VME. Le franc-comte, c'est le grand juge masqué, poignard planté pour signer sa présence, souvent la mort au bout d'ailleurs de ces procès. Ajoutons à cela la cooptation, le secret omniprésent, les serments à prêter, les messages codés, c'est toute une communication tournée vers le cryptique. La Renaissance arrivant, les changements politiques s'opèrent, la VME devient moins opérante. Elle s'est embourgeoisée au milieu des puissants. Elle s'étiole au milieu du XVe siècle. Seulement, la sainte VME serait-elle morte réellement? Ou serait-elle la source d'inspiration des sociétés allemandes du début du XXe siècle? L'organisation Consul ou l'organisation Rossbach. Bref, toujours est-il que selon le rite maçonnique écossais, le 21e degré serait calqué sur celui du tribunal véhémique. La Rose-Croix, telle est la 4e société secrète décryptée. 3 manifestes au cours du XVIIe siècle braquèrent la lumière sur ce cercle d'initiés d'outre-Rhin aux effluves d'alchimie et de cabale. Toujours avec idée d'une pensée venue d'Orient et rapportée ici en l'occurrence par Christian Rosenkreutz. En réalité, les véritables auteurs semblent proches du mouvement luthérien, et leurs thèses anticatholiques viennent chatouiller l'âme des princes de ce monde et tentent même d'influencer certains mariages. Cependant, cette fraternité a-t-elle réellement existé? L'auteur émet toutes les hypothèses. Les Rosicruciens seraient les dignes et derniers héritiers de la tradition primordiale, par exemple. Mais les preuves matérielles manquent. Mais plus tard, la Rose-Croix s'insère, elle s'inscrit dans un rite franc-maçon, au XVIIIe degré, auquel adhèrent Frédéric Guillaume II de Prusse, ainsi que Mozart, donc des grands de ce monde. Peut-être même Newton, dont l'assistant désagulier était un franc-maçon acharné. Et assurément Ashmole, le franc-maçon spéculatif. Aujourd'hui, l'auteur affirme que la Rose-Croix est devenue une marque, comme aux États-Unis où elle compte 250 000 membres quand même, dont feu une certaine Édith Piaf. Eh oui. En France, c'est Serge Toussaint qui assume la succession médiatique assumée de cet ordre. Place maintenant à la pyramide, à l'œil et aux vidéos montées YouTube par de jeunes adolescents boutonneux, les Illuminati. D'abord, appelons-les par leur vrai nom. Débarrassons-nous de l'aspect matérialiste consumériste de YouTube, qui tel un barbare s'accapare des faits historiques à étudier, à ne pas négliger, pour en recracher une narration sensationnaliste. Les Illuminés de Bavière, société secrète bien réelle, fondée par Adam Weishaupt en 1776. C'était un voltairien, vraiment un adepte de Voltaire. Son credo, un homme nouveau. La raison, le progrès, bon bref, rien de très original. Toujours dans la même veine que les Rose-Croix, l'anticatholicisme. C'est le côté face, plus spirituel des Lumières. En fait, ça va dans le sens des Lumières, mais c'est le côté plus spirituel, plus ésotérique. Alors que les Lumières sont la face, disons, d'un libéralisme plus économique. Cette société s'imprègne de tout ce qui est pré-chrétien, la Grèce antique, le paganisme, mais elle peine à convaincre. Il fallut donc faire de l'entrisme dans la franc-maçonnerie avec un maçon convaincu comme Adolf Knigge. Et ça va mordre. Nombre des personnes influentes s'agglomèrent autour des Illuminés de Bavière, Goethe, Johann Bode ou le duc de Brunswick. Les Rose-Croix prennent ombrage et en coulisses œuvrent à sa dissolution. Ils auront un combat gagné en 1785, d'autant plus aisément qu'un membre des Illuminés, un certain Jacob Lanz, est frappé par la foudre un jour avec sur lui des documents issus justement des Illuminés de Bavière et qui poussaient à la conspiration. Forcément, c'est un scandale. Mais est-ce que nous en avons fini avec eux? Diable non, car leurs idées survivent, persistent, s'incrustent. La Révolution française est d'ailleurs grandement influencée par la pensée survivante des Illuminés. Des preuves, en voici 4. Mirabeau, illuminé convaincu, est l'instigateur de la Révolution, farouchement anti-monarchique. La deuxième, la création des Philatèles, une société secrète aux idées des Illuminés de Bavière.
La troisième, Bode, l'illuminé dont nous avons parlé. C'est celui qui a influencé Rouget de Lille pour écrire la Marseillaise. Et le quatrième, Nicolas de Bonneville, un autre illuminé, il est derrière la prise de la Bastille. Bref, nous vivons aujourd'hui dans le monde des illuminés de Bavière. Il ne sert à rien d'étudier les billets de dollars, d'ergoter sur les chouettes ou de s'embrouiller sur la maçonnerie de Jefferson. Le monde du progrès, la société libérale nous illumine avec intensité. Les physiocrates, les bourgeois, les athées ont, pour l'instant, match gagné. Poursuivons et élevons-nous toujours dans le plus passionnant au cœur de l'ouvrage. Il est question ici d'une société secrète atypique puisque c'est une contre-société secrète dont aucun livre ne parle, selon l'auteur Vincent Mottez. Personnellement, j'en avais déjà entendu parler, mais jamais lu quoi que ce soit, jamais vu un livre à son propos ou même des écrits un peu longs, par exemple. L'ordre des chevaliers de la foi, c'est de cela qu'il s'agit. Né en opposition aux idées révolutionnaires, c'est une réponse à la trahison faite aux monarchistes par l'homme le plus puissant de la planète, Napoléon. Début 19e siècle donc, Berthier de Sauvigny, le fondateur, voit les membres de cette contre-loge maçonnique grandir, cependant qu'ils doivent rester discrets, car encore trop peu influents. Donc ils sont catholiques, monarchistes, vous l'avez compris. Un jour, à Bordeaux, grâce aux Anglais, une des antennes des Chevaliers de la Foi récupérera les clés de la ville en 1814. On arrache les signes impériaux, on chante dans la cathédrale, on arbore la cocarde blanche. Ils sont plutôt suivis par la population, honnêtement. Les autres antennes suivent d'ailleurs, surtout celle de Paris, et Napoléon abdique. Il est obligé de circuler au milieu de la France, et les Français catholiques le conspuent. C'est donc la restauration des Bourbons et de Louis XVIII. Mais c'est de courte durée, car cette monarchie reste libérale, et il n'y a point d'onction du sacre. Napoléon d'ailleurs s'échappe de son île et il revient. Ce sont les 100 jours, et qui s'achèveront à Waterloo. Le fameux Wellington installe Louis XVIII à nouveau pour une seconde restauration. Cette fois, la méfiance règne, et la terreur blanche opère. Les chevaliers de la foi désirent purger les anciens soutiens à Napoléon, parfois en commanditant des assassinats ciblés. En plein succès, son pouvoir assis, l'ordre des chevaliers de la foi sera dissous. Ben oui, il n'a plus lieu d'être. La France est redevenue une monarchie, le catholicisme retrouve ses lettres de noblesse, si je puis dire. Les tombes de Rousseau et de Voltaire ont été déplacées, on expurge les idées révolutionnaires, et le grand Chateaubriand est ravi, lui qui était un sympathisant de la cause. Cependant, une autre société secrète libérale guette et fomente un coup d'État avec les Chevaliers de la Liberté. Charles X est renversé en 1830 au cours de la Révolution des Trois Glorieuses, nous allons en parler. Sauvigny crée les Amis de la Légitimité, les légitimistes, sorte d'émanation des Chevaliers de la Foi, en vain. Ce sera le dernier coup d'éclat monarchiste en France. Peut-être parce que la jonction, la fusion monarchie-catholicisme ne fut pas ou fut mal opérée. Nous parlions complot et autres conspirations jusque maintenant, mais nous n'avions pas encore touché l'acmé du complotisme, les Carbonari ou la charbonnerie, les champions du genre, branche parallèle de la franc-maçonnerie oscillant entre la France et l'Italie et vouant une haine aux Capétiens. Ça, c'est pour la base. C'est toujours aussi passionnant dans le livre à ce moment-là. La charbonnerie prend source dans les forêts en Franche-Comté, de manière ésotérique. Puis elle décidera de sortir du bois. Le franc-comtois Brio est l'introducteur de la charbonnerie en Italie, où la Carboneria désire unifier l'Italie. En France, la nouvelle charbonnerie galvanise les écoles, séduit les étudiants bourgeois en 1820 grâce aux différents professeurs libéraux, mais aussi les militaires après le désastre de Waterloo. Et tous les mécontents de la Restauration viennent se greffer. Mais il n'y a pas d'ouvriers ni de paysans, vous l'aurez deviné, dans ce mouvement de la charbonnerie. La charbonnerie demeure bourgeoise et financée par les puissants industriels libéraux comme Koechlin ou d'Argenson. Lafayette se joint au mouvement, d'ailleurs. Des dizaines et des dizaines de complots, d'insurrections sont organisés partout en France, sans aucun succès. La monarchie ne vacille pas, elle ne bouge pas d'un pouce.
Pourtant, c'est elle-même, cette monarchie, qui va nourrir la charbonnerie en offrant le rôle de victime aux comploteurs charbonniers qu'elle fera exécuter. Puis cette société secrète va se réorganiser, se recentrer et s'en tenir à des objectifs plus mûrs, plus réfléchis. En s'alliant avec les républicains, mais aussi avec les grands bourgeois Laffitte et Perrier, la charbonnerie organise la révolution des Trois Glorieuses de 1830. Nous en avons parlé. Mais ce sont les orléanistes qui, en coulisses, tireront les marrons du feu. Ils seront déçus, évidemment. Leur mission est loin d'être terminée, car, comme leurs ancêtres les Illuminés de Bavière, la charbonnerie a une vocation universelle. C'est l'autre face du libéralisme, la dictature du prolétariat chère à Auguste Blanqui et surtout au conspirateur communiste ultime, Buonarroti. La Pologne subit les conspirations, la Belgique y tout. En France, elle se réinvente, elle crée des mini-sociétés secrètes. Vidocq en dénombre 100 à Paris, alliés aux Républicains toujours pour faire tomber Louis-Philippe. Les Carbonari parviendront à leur fin grâce à Lagrange, Louis-Napoléon Bonaparte, ex de la charbonnerie, devient président de la Deuxième République. Puis, après un attentat, il libère l'Italie dans un élan typiquement carbonara. C'est à ce moment-là que la France récupère la Savoie et Nice. La charbonnerie ne s'arrête pas là. Infiltrer l'Église a depuis toujours été son but ultime, avec Piccolo Tigre par exemple, afin d'installer une contre-église luciférienne. C'est ce que dénonce Crétino Joly dans son livre « L'Église romaine en face de la Révolution ». À la suite de la révolution industrielle imbibée de matérialisme, les sociétés secrètes ésotériques émergent. La société théosophique de Helena Blavatsky demeure la plus connue. C'est l'ancêtre idéologique de tous les courants du New Age actuel. Pourtant, nous parlerons ici d'une autre société anglaise, la Golden Dawn, autrement dit l'ordre hermétique de l'aube dorée, société plus élitiste. Westcott, son fondateur, s'appuiera sur un mensonge, une sorte de storytelling savamment monté afin de s'octroyer un pouvoir. Le temple est créé en 1888 et d'emblée, les plus grandes figures anglaises de l'époque y affluent. Conan Doyle, Robert Stevenson, Kipling, Oscar Wilde, Aleister Crowley, comme par hasard, et beaucoup d'autres occultistes. Tous ces initiés désirent s'élever au-dessus des mortels avec de la magie, de la cabale, l'alchimie, la gnose. L'ordre disparaîtra 12 ans plus tard, en raison de l'ego de ses fondateurs qui ont tout emporté. Et alors, me direz-vous, ce n'était qu'une loge passe-temps pour artistes en mal de sensations. Peut-être, oui. Mais une conséquence délétère va apparaître au grand jour. Cette société donnera naissance à des petits, dont surtout l'Argenteum Astrum, le fameux AA, l'étoile d'argent, d'Aleister Crowley, la grande bête 666 comme il se nomme lui-même. Adepte de magie sexuelle extrême, Crowley désire communier avec les démons. Fais ce que tu voudras, demeurera sa devise éternelle. Il s'impliquera dans une autre société secrète dont nous avons déjà parlé dans des vidéos précédentes, particulièrement répugnante, l'Ordo Templi Orientis. Nombre de légendes accompagnent ce personnage. Il serait le père de Barbara Bush, par exemple. Il y aurait une ressemblance physique assez frappante. Finalement, aujourd'hui, Crowley est partout sur nos écrans. Plus aucune limite morale dans les clips, les films. Nous sommes dans le règne de Crowley. Pensez à l'église de Satan qui s'est inspirée de lui. Pensez à David Bowie, à Jimmy Page, à Osbourne qui se revendiquèrent de lui. Nous serons sommaires avec l'avant-dernière société initiatique, la société de Thulé, puisque nous l'avions évoqué dans notre vidéo 18B, le sale Bosch raconté aux braves gens. C'est la société qui, par son ariosophie, fut l'ancêtre du nazisme, avec les auteurs antisémites comme Guido von List ou von Liebelfels. C'est le fameux Judenreich, nettoyé des Juifs. À travers aussi le NSDAP, c'est-à-dire ce parti qui aura des liens entre la société de Thulé et le parti nazi, évidemment, et à travers ce même anti-matérialisme. Enfin, pour clore,
l'essentiel de ces groupuscules, jetons un œil furtif sur les Skulls and Bones, une confrérie ultra-libérale protestante blanche issue de l'université de Yale. L'adoubement des 15 nouveaux entrants annuels frise leur ridicule. Honnêtement, un mélange entre le suranné, surjoué et l'ostentatoire. Le crâne de Geronimo en guise de clou du spectacle. C'est limite grotesque. Seulement, c'est un formidable accélérateur de carrière. Taft, les Bush, Rockefeller y sont passés, par exemple, mais la liste est non exhaustive. Les Skulls possèdent leur propre île, Deer Island, entre le Canada et les États-Unis. Tiens, une île où on peut faire ce que l'on veut, comme un certain Epstein. Puissants qu'ils sont, ils n'ont pas d'obligation à présenter leur comptabilité à l'administration fiscale de leur pays. C'est un cas unique. Alors, allons au-delà du livre, enrichissons-le avec humilité. Évoquons d'abord la Kabbale, puis nous ajouterons d'autres sociétés secrètes que nous aurions aimé voir figurer dans ce très bon livre. Commençons par donner notre définition de la société secrète, des petits ajouts par rapport à la définition donnée par Vincent Motez. Alors, une société secrète serait détentrice, selon nous, d'un pouvoir occulte, d'une idéologie révolutionnaire destinée à chambouler la société en influençant les puissants. Et vous l'avez remarqué durant l'essentiel, le pouvoir occulte en question s'appuie toujours sur les deux mêmes piliers qui sont revenus, et qui sont liés entre eux évidemment. C'est la gnose et la Kabbale. Alors mettons la gnose entre parenthèses, nous en parlerons plus en détail au cours d'une prochaine chronique. Passons au crible de la Kabbale. Alors la Kabbale, c'est l'enseignement oral qui faisait office de commentaire au texte de la loi et que Moïse transmit à Josué et à ses disciples. La Kabbale se composait de deux parties, les prescriptions mosaïques et une seconde partie, disons, plus dogmatique. Okay ? Cet ensemble formait le Talmud ancien ou le Talmud orthodoxe. La Kabbale fut introduite dans le monde chrétien au XVe siècle, d'accord, par le juif Paul Ritchie et Pic de la Mirandole. Alors la Kabbale, c'est une science des nombres absolument unique en son genre. C'est une sorte de casse-tête où on compte chaque lettre a un nombre et on peut tourner et retourner un peu comme dans les chiffres et les lettres, de faire des anagrammes et parvenir à la suite d'addition, de soustraction, à toutes sortes d'interprétations ésotériques. Donc c'est une science des nombres absolument unique en son genre. Et cette science elle ne s'applique qu'à la Torah. D'accord ? C'est par conséquent une discipline typiquement, uniquement juive. Donc si, comme toutes les sociétés secrètes, vous revendiquez la Kabbale, vous pouvez terminer ma phrase, vous avez compris. La pensée kabbalistique, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens pour un non-juif, ça ne fait pas partie de son héritage, de sa pensée, de son âme. La Kabbale sert à pénétrer le sens ésotérique de la Torah, vous l'avez compris. Après l'Ouria, après ses révélations, après ses écrits, la Kabbale s'éclaircissait un petit peu. Elle n'a plus rien de mystique. C'est ce que l'on appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire le retrait divin qui permet la création. C'est ce que l'on appelle le Shevira Akelim, c'est-à-dire l'éparpillement du plan divin. Et attention, on arrive au principal. C'est donc l'idée que le but de l'homme, c'est-à-dire comprendre l'homme, c'est-à-dire le J, d'accord, l'homme c'est le J, demeure à remettre en ordre cet éparpillement évoqué, donc changer le monde. C'est ce que l'on appelle le tikkun. Comprenez bien, l'homme est voué à remettre en ordre l'éparpillement du plan divin. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il doit changer le monde en permanence. La Kabbale, vous l'avez deviné, c'est donc le progressisme en marche. Et d'ailleurs, ça rejoint notre vidéo numéro 1, puisque nous avions qualifié le progressisme de diable. Nous avions prouvé que le progressisme, de droite et de gauche, c'était le diable. Pour être entièrement complet, nous aurions ajouté d'autres sociétés secrètes au livre de Vincent Motez. Nous n'allons pas rentrer dans trop de détails de ces sociétés, mais nous faisions justement cette réflexion. Donc nous n'allons pas évoquer ici les peuples aux idées gnostiques comme les Chaldéens, les Manichéens ou les Cathars. Nous allons rester plus prosaïques, plus politiques.
Alors nous ajouterions en premier lieu les Jacobins, toujours en activité puisque les Jacobins asservissent toujours fièrement la France actuelle. Les Jacobins dérivent de Jacob Frank, de son vrai nom Jacob Lebovitch. Oui, ça sonne pas pareil. Faussement convertis au catholicisme. Ils sont les principaux instigateurs de la Révolution française avec Junius Frey. Nous en avons déjà parlé dans d'autres chroniques. Julius Frey, de son vrai nom. Si vous suivez la chaîne, Moses Dobruska. Son vrai nom, oui, ça sonne pas pareil, en effet. Autre société secrète, les sabbatéistes. Les sabbatéistes, c'est un mouvement qui prône le déracinement des religions, des traditions. C'est le chaos et le nihilisme permanent. Pire, Sabbatai Tsevi, un autre faux messie juif converti, lui, à l'islam, revendiquait ouvertement le droit à l'inceste ou à la pédophilie, se cachant derrière les interprétations kabbalistiques qui l'arrangeaient bien, inspiré qu'il fut aussi par Nathan de Gaza. Selon eux, l'inceste n'existe pas pour les hommes supérieurs qu'ils sont, et ils étaient voués à être Dieu. D'accord ? Les donmets qui découlent des sabbatéistes peuvent aussi s'inscrire dans le cadre de ces sociétés secrètes ignominieuses, impliqués qu'ils furent dans le génocide arménien. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous comme nous vous aimons. Quando eu a vos faz a clamor, resturge des